Camarades, bonjour. C'est non sans un certain émoi que je vais faire ce petit tournage aujourd'hui. Après plus de 20 mois de vidéos sur le sujet, il est temps de voir la fin de l'aventure de Robert Guiscard. Des débuts d'un brigand de Calabre crève la dalle, aux dents longues d'un jeune duc qui a chamboulé toute la géopolitique du sud italien et même quelque part méditerranéen, on peut dire qu'il en a fait des choses notre Bobby. Il a battu le Saint-Empereur romain germanique dès 1053, défait tous les empereurs byzantins jusqu'à tout récemment, et conquis des villes millénaires comme Bari, Salerne, Palerme, Syracuse et tant d'autres. Pour Robert, un seul objectif semble être encore de taille, donc pour son aventure. La ville éternelle, Rome elle-même. Bien qu'on va le voir au départ, il était venu pour aider le Robert. Il y a certaines choses qui changeront jamais. Alors, petit retour en arrière. Dans la dernière vidéo, on l'avait vu, Alexis avait besoin de temps pour préparer des troupes afin d'affronter le Guiscard Renard. Et dans ce laps de temps, il a contacté alors d'éventuels rebelles normands conduits par Abélard, mais surtout, une autre puissance militaire présente en Occident qui n'aime pas les Normands, Henri IV, roi de Germanie et futur Saint-Empereur. Puisqu'on va le voir aujourd'hui, Henri n'est pas encore couronné empereur parce qu'il est en bisbille avec le pape. Bref, en échange d'un riche paiement de 140 000 nomismas, Henri devait marcher en Italie pour aller occuper Robert Guiscard, et en échange de quoi, une fois le boulot accompli, il aurait reçu 216 000 autres pièces d'or. Bref, un classique de la diplomatie à la byzantine, on t'engage pour un boulot que Constantinople ne veut pas faire, en échange d'un riche paiement, comme ça, on espère que le pognon qui t'a bourré la tête t'a fait oublier que pendant toutes ces années, on te traite de barbaroille et sans sourciller. Mais je ne veux pas vos vieilles pièces pourries! Alexis lui fait aussi envoyer full cadeau. En plus des goodies habituels, il envoie soieries, mais surtout de la pourpre. Et ça, Henri, ça lui fait grave plaisir. La pourpre, c'est le symbole impérial par excellence, et lui, qui n'est pas encore couronné, il voit ça comme un signe de la part de Constantinople de le reconnaître comme l'équivalent de l'empereur en Occident, et comme force impériale légitime. Bref, Henri va donc commencer à marcher sur le sud italien à partir de mai 1081, pendant que Robert part pour Dyrrhachium. Mais dans un premier temps, le Henri se retrouve bloqué en Toscane par la bien nommée Mathilde de Toscane. La duchesse du coin est une taulière de la région. C'est la principale opposante au pouvoir d'Henri, une fidèle du pape, et surtout, on va le voir, Mathilde, c'est peut-être le personnage clé du nord italien, et peut-être même de toute la péninsule aux côtés de Robert Guiscard. Bref, pour éviter de trop vous perdre, cette campagne on la verra pas aujourd'hui. Et pour tout vous dire, Mathilde de Toscane, c'est un sujet que j'ai dans les valises une fois que j'aurai bossé un peu mieux mon italien pour comprendre un peu les bouquins que j'ai lire. Et toujours est-il que Henri va arriver devant Rome une fois qu'il a défait Mathilde. C'est la suite logique des choses, Grégoire est un allié de Robert Guiscard, et en plus de ça, le futur empereur est en bisbille avec le pape. Il se dit donc qu'il pourrait capturer la cité éternelle, déposer Grégoire, mettre Clément III sur le trône de Saint-Pierre, se faire couronner empereur, et comme ça, il aura eu tout ce qu'il voulait. Sauf qu'arrivé devant les murs de la cité, il se rend compte que la population n'est pas super chaude à l'accueillir, et que ça va être compliqué de prendre la ville sans commettre un massacre. Et ça, il est pas trop chaud. Pas parce qu'il se sent épris de valeurs chrétiennes d'un coup, ou simplement le fait qu'un génocide le refroidisse, et on fera aucune blague sur le fait que ce soit un Allemand, mais toujours est-il que s'il n'a pas le soutien légitime de la population, son antipape ne sera jamais reconnu, et du coup, son couronnement, lui aussi, ne sera pas reconnu. Il ne sera jamais empereur, et tout ça aura servi à rien. Il décide donc de rentrer chez lui, laissant un Grégoire trop heureux de voir le roi de Germanie d'étaler comme un lapin devant les murs de Rome. Je reviendrai, mon mirail! Bien confesse-toi avant de revenir! Mais bon, ce n'est que partie remise, puisque vous le savez, comme vous avez vu la précédente vidéo, au printemps 1082, Robert va recevoir un appel à l'aide de la part du pape qui est piégé au château Saint-Ange. Henri est redescendu, et cette fois, il a fait des jets d'éloquence qui ont réussi, puisque la population romaine commence à se soulever contre Grégoire. Faut dire que le Grégoire, il a commis boulette sur boulette. Il a fait des erreurs, il est un peu seul, et pour défendre la ville, il a besoin d'hommes, et donc de pognon. En l'absence de Robert Guiscard, et de son protecteur Jourdan Capoue, qui semble jouer un double jeu, on le verra, le Grégoire se dit que pour choper du pognon, il va falloir mettre des biens en gage. Et sauf que les prélats, mettre les biens de l'église en gage, ils sont pas trop fans. Grégoire commence alors à se faire discréditer,
un parti pro-germain commence à voir le jour dans Rome, et ces derniers se disent qu'il est peut-être temps d'ouvrir les portes au futur empereur romain germanique. Henri est alors tout content, il laisse le bordel se faire dans Rome, après tout, il n'a même pas à bosser, le boulot se fait tout seul, et se dit qu'il est peut-être temps de régler les questions des alentours, puisque Robert n'est pas là, mais qu'il serait peut-être temps d'être fixé au sujet de Jourdain Ier de Capoue, et de savoir avec qui roule, surtout. Donc la question est simple, de quel côté êtes-vous ? De quel côté ? Bah oui, c'est-à-dire que soit vous êtes avec moi et vous trahissez votre père, soit vous êtes avec votre père et vous me trahissez moi. Henri descend alors sur Capoue histoire de fixer Jourdain sur sa position. Et Jourdain se serait rendu auprès du roi de Germanie sans aucun combat, malgré les menaces d'excommunication de Grégoire. Faut dire que, d'après Guillaume de Pouille, Jourdain était tellement trouillou de prendre une claque de la part du roi de Germanie qu'il se rend comme ça sans combattre. Sauf que, si vous connaissez un peu le chroniqueur maintenant au travers toutes ces vidéos, vous devez vous douter que cette version, on peut quand même avoir un peu de doute dessus. Faut dire que Guillaume, c'est de la bonne propagande pro-Hauteville, et il ne rate pas une occasion de descendre les Drengo. Surtout, rajoute que la situation de Capoue n'a pas tellement changé depuis la mort de Richard, et on voit mal comment des Normands conduits par Rainulf, puis Richard, et maintenant conduits par Jourdain, se seraient rendus comme ça sans combattre, alors qu'à de multiples reprises, ils l'ont montré, ils sont quand même un poil plus bagarreurs que les Hautevilles dans la région, et le côté sous-effectif ne leur fait jamais peur. En plus de ça, Jourdain, certes ce n'est pas Richard, ce n'est pas Rainulf, mais c'est pas le dernier pour la baston. Alors si vous voulez mon avis, et en dehors de toute propagande, il est plus probable que Jourdain ait en fait joué sur les deux tableaux. Ainsi, comme le souligne Huguette Taverny-Carlozzi, il est probable que Jourdain, en l'absence de Robert présent sur leur zone, et d'un Grégoire assiégé au château Saint-Ange, il ait réalisé qu'il est tout seul face au roi de Germanie, et que les combats risquent d'être assez tendus. Du coup, pour préserver sa principauté, il a mis en place la diplomatie capoignée habituelle, le coup de « je m'allie à toi », puis je te plante dans le dos, comme l'avait fait Rainulf auprès des princes de Capoue, puis Richard auprès des princes de Salerne. Bref, la diplomatie capoignée habituelle, et Jourdain, encore une fois, va vouloir faire ça avec le roi des Teutons. C'est donc dans ce globi-boulga et devant le flou de ces situations que Robert va décider de mettre une pause à sa campagne de Dyrrachium. Du moins, il va déléguer les opérations à son fils, Bohémond, pendant que lui va repartir en Italie pour aller aider son allié pontifical. Mais toujours est-il que Henri, lui, n'a pas de temps à perdre. Une fois le prince de Capoue plus ou moins au pas, il va resserrer l'étau autour de Rome. Il va couper tous les ravitaillements, piller les campagnes et les caravanes qui marchent en direction de la Cité Éternelle, et devant de tels actes de guerre, Grégoire va décider la tenue d'un concile le 20 novembre 1083, histoire de statuer sur la position d'Henri. Sauf que le Henri, la neutralité des hommes d'église, il s'en fout un peu. C'est lui qui contrôle les routes, et fait arrêter tous les prêtres, évêques et clergés qui marchent en direction de Rome pour assister au dit concile. Je repars pour Rome, faire mon rapport à notre Saint-Père le Pape. C'est incroyable. C'est moi qui suis jugé à présent. Arrêtez-le. La situation de Grégoire est alors très mauvaise. Il est assiégé, tout seul, au château Saint-Ange, il n'arrive pas à tenir ne serait-ce qu'une seule réunion à cause d'Henri, et même si Robert vient de débarquer dans le sud italien, il doit réunir des troupes, en lever d'autres et marcher sur Rome, il est pas là tout de suite. Et Henri décide alors de mettre un bon coup de collier à la conquête de la ville éternelle, puisqu'après tout, s'il peut éviter le conflit contre Robert Guiscard, il est plutôt chaud. Car je vous le rappelle, tout ce que souhaite Henri, lui, c'est même pas défaire les Normands de Sicile, du moins pas tout de suite, c'est simplement déposer Grégoire pour mettre Clément III sur le trône, et ainsi se faire couronner empereur, avant de rentrer chez lui. Si après ça, Robert Guiscard ou Grégoire reprennent la Cité Éternelle, ça, il s'en moque. Ce qui peut arriver à Clément III, là aussi, il s'en fout, puisqu'une fois couronné, il va pouvoir remonter chez lui et lever des armées encore plus grandes pour marcher sur le sud italien. C'est alors le 21 mars 1084 que Henri réussit finalement à franchir les murs d'Aurélien, ce qui est assez rare pour être souligné. Ces murs qui protègent Rome depuis le IIIe siècle ne sont franchis que très rarement, et la dernière fois remonte au VIe siècle, soit plus de 500 ans avant les 10 événements. Henri ne contrôle alors qu'une partie de la cité. Grégoire est alors réfugié au château Saint-Ange et tient bon, et le parti grégorien, lui, tient toujours les points clés de Rome, et même les ponts sur le Tibre, ce qui, on va le voir, aura son importance. Bref, pour Henri, il lui en faut pas plus. À peine rentré dans Rome, il aurait fait réunir à Saint-Pierre un concile avec tous les recalés,
et les excommunier de la politique grégorienne. Mais bon, comme je vous disais que tous les ponts étaient tenus par les grégoriens, m'est d'avis qu'il est plus probable que son concile ait plutôt eu lieu au palais de Latran plutôt qu'à Saint-Pierre. Bref, ensemble ils déposent alors Grégoire du trône pontifical, et c'est Clément III qui est reconnu comme pape, malgré les protestations de Grégoire qui invective les Romains depuis sa forteresse. Je n'ai peur de personne. Ces gens-là peuvent envahir ma maison, les locaux de mon parti et de mon mouvement, ils ne me font pas peur. La semaine suivante, pour la fête de Pâques, Clément sacre alors Henri comme empereur d'Occident. Henri a eu tout ce qu'il voulait et décide de rentrer chez lui, puisqu'il a appris que Robert est bientôt en vue des murs de Rome, et qu'avec lui, il y a une troupe de 30 000 hommes qui le suit. Et ce chiffre de 30 000 est souvent avancé dans les sources, qu'elles soient apuliennes ou impériales, avec quelques légères modifications, comme un chiffre allant de 1000 à 1300 chevaliers, un renfort éventuel de Roger Borsa, ou même, si on en suit Guillaume de Pouille ou Aimé de Montcassin, des forts contingents de mercenaires musulmans venant de Sicile. Toujours est-il qu'aujourd'hui, estimer le nombre réel des troupes conduites par Robert Guiscard est très compliqué. Ce chiffre de 30 000 est souvent avancé, mais il est quand même douteux. Robert réussit souvent à réunir environ 30 000 guerriers pour ses campagnes, mais là, c'est quand même assez compliqué. Déjà, il y a une partie de ces troupes qui ont dû rester de l'autre côté de l'Adriatique sous le commandement de Bohémond pour continuer la campagne. Et en plus de ça, si je vous rappelle la précédente vidéo, entre les sources normandes et byzantines, on avait estimé le nombre de troupes présentes dans la campagne de Robert Guiscard entre 10 et 30 000 hommes justement. Du coup, une nouvelle fois, 30 000 hommes présents en Italie, alors qu'un contingent est laissé auprès de Bohémond, qu'il y a eu de nombreuses pertes après le siège de Dyrrhachium, ça semble assez compliqué d'être mis en place par Robert Guiscard, même s'il a levé beaucoup de mercenaires. Mais bon, on n'arrive pas à estimer, passons. Toujours est-il que le 24 mai 1084, Robert arrive donc devant les murs de Rome, et apprend que le Henri, il s'est barré. Robert se dit donc que ça va être assez simple, et est pressé de repartir pour retrouver Bohémond, pour continuer sa campagne. Robert établit alors un plan de bataille, et va au plus simple, le château Saint-Ange, afin de libérer Grégoire. Pour ça, la solution la plus possible est que, malgré le fait qu'il vienne du sud, et qu'il ait contourné la ville avec ses hommes pour rentrer dans Rome par le nord, au niveau de la porte flaminienne, pour aller directement au château Saint-Ange. Ainsi, de nuit, Robert entre alors dans la ville avec une troupe d'environ 1300 chevaliers, et massacre la faible garnison allemande laissée sur place, puisque le gros de la troupe les attendait logiquement au sud. Les troupes de Robert dévastent alors les quartiers sur place afin d'empêcher les troupes ennemies de s'organiser et de ralentir l'arrivée de renforts. Les Allemands, apprenant que Robert a franchi le mur, dépêchent leurs troupes stationnées au niveau du Latran pour aller en direction du château Saint-Ange. Les deux armées se rencontrent alors vers le champ de Mars, où s'engage une sanglante bataille qui, encore une fois, tourne à l'avantage normand. Une fois la bataille gagnée, Robert fait alors sortir Grégoire de sa forteresse et l'emmène au Latran. Là-bas, toutes les troupes normandes vont se prosterner devant lui pour bien montrer qu'ils le reconnaissent comme pape légitime, et la population, va pas faire de même. Faut dire que les Romains ont du mal avec la politique de Grégoire après les sièges qu'ils ont subis, mais surtout ont du mal à voir Robert comme un libérateur. Faut dire que les Normands n'ont pas été les plus fins dans leur conquête de Rome. Robert, une fois les murs franchis, a massacré toute la population comprise entre la porte flaminienne et le champ de Mars, avec comme motif simple: dans le doute, c'est peut-être un ennemi. De toute façon, c'est pas du peuple, c'est des pégus. Bref, entre la politique bourrine de Robert, les taxes mises en place par Grégoire pour défendre la ville et la propagande du nouvel empereur romain germanique, la population romaine n'est plus grégorienne, et se soulève alors contre ces soi-disant libérateurs. Des actes de guérilla urbaine ont lieu contre les Normands, des troupes sont exécutées dans les ruelles sombres, et les chevaliers se font agresser. Robert, qui n'a pas le temps à perdre avec ça, décide alors de prendre les choses en main et déclare le pillage de la ville de Rome, chose qui semblait impossible encore plus de la part d'un chrétien au XIe siècle. Mais Robert, ça lui fait pas peur. Ainsi, les Normands vont se livrer aux exactions habituelles pendant 3 jours, ils vont piller les biens des privés comme des prélats, les églises, les forteresses, les lieux culturels, capturer des prisonniers pour les emmener comme esclaves dans le sud italien ou les revendre, et la population locale va pas spécialement se calmer. Elle va foutre Grégoire dehors avec toutes ses troupes, ou alors on les menace d'avoir une tête plantée au bout d'une pique. Dehors le curton! 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 Dehors le curton!
Robert va alors faire revenir Grégoire dans ses valises pour le ramener à la maison, et pour souligner un peu l'ironie de la situation, il va le faire amener à Salerne. L'ironie, puisque je vous le rappelle, Robert a conquis Salerne sans l'aval de Grégoire, ça avait été un gros bordel entre les deux, mais surtout, c'est que dans les valises de Grégoire, se trouve encore Gisulphe II, qui du coup retourne à la maison et va voir un peu ce qu'a fait Robert avec la déco familiale. Mais bref, avec ce sac de Rome qu'on jugeait impensable, Robert a alors marqué ses contemporains de manière définitive, cette fois. Ce sac est lui-même souvent comparé au sac de la période trouble des 5e siècle, et Robert a mis une clim à tout le monde. Robert Guiscard a conquis Rome, a pillé la ville, a capturé un pape, et tout ça dans l'indifférence générale, sans que personne n'ait levé le petit doigt, ou même n'ait osé le faire. Du coup, Robert peut alors reprendre son projet phare de conquête des Balkans qu'il avait laissé au bon soin de son fils Bohémond. Et sauf que Bohémond, depuis le printemps 1082, là aussi, il y a des profonds changements. Il est dans un bourbier sans nom, il a perdu des cités comme Corfou, et quand Robert décide de réintervenir, il est dans les passes de perdre l'Épire, cette fois. En effet, apprenant la nouvelle que son père revient dans les Balkans, Bohémond est impatient, et lance alors des attaques tout azimut pour défaire les Grecs sur plusieurs fronts. Si bien que les cités byzantines ouvrent alors leurs portes à l'approche de Bohémond, espérant ainsi éviter une bataille perdue d'avance. Avec autant de cités sous son contrôle, Bohémond divise ses troupes pour toutes les garder. Et c'est là que sera l'erreur. Alexis, qui sait Bohémond à Larissa, dépêche une armée sur place ainsi qu'une stratégie assez singulière. Il fait vêtir son beau-frère des insignes impériaux afin d'attirer Bohémond hors de la cité pour le faire poursuivre. Car Bohémond s'est fait une petite réputation auprès des Byzantins, et l'empereur sait que Bohémond ne pourra pas résister à l'envie de venir lui quicher la tête. Prends les talons dans l'estomac. Je vais bien passer en vite de moi. Mais c'est un malade. Bohémond fonce alors tête baissée dans le piège, et Alexis reprend le contrôle de Larissa, ainsi que des bases normandes dans la région très peu gardées du fait de la division, s'emparant alors des armes, des vivres, des chevaux, et surtout du butin normand amassé depuis plus d'une année. Privé d'argent, Bohémond ne peut plus payer ses hommes et est contraint de rentrer en Pouille, la queue entre les jambes, pendant que les Normands sur place, eux, vont se faire engager comme mercenaires par Alexis pour reconquérir les cités qu'ils avaient prises comme Castoria et Dyrrachium. Devant une telle débâcle, Robert fait alors envoyer une avant-garde à Avlona conduite par ses fils Roger Borsa et Guy, pendant que lui fait rééquiper une flotte à ses propres frais avec l'aide de Roger Ier de Sicile et de Bohémond qui a dû en prendre une. Les Normands réunissent ainsi 120 navires et partent à l'automne 1084 de Brindisi ou d'Otrante direction Corfou, puisque cette île est un élément clé de la conquête des Balkans et même de l'Empire pour Robert Guiscard. Mais cette fois pour les Normands, plus rien ne semble aller. Déjà, la météo n'est pas avec eux. Pendant près de 2 mois, à l'automne 1084, les conditions sont épouvantables d'après Guillaume de Pouille, et les Normands ne peuvent commettre aucune action militaire pendant ce temps-là. Une fois le mauvais temps passé, Robert met alors sa flotte en ordre de bataille contre une flotte byzantino-vénitienne venue le chercher. Les Normands disposent alors de 20 trirèmes qui vont diviser en 4 escadres, dirigées respectivement par Roger Borsa, Bohémond, Roger de Sicile et Robert Guiscard. Côté vénitien, la force, elle, est un peu plus légère. Elle est composée de 9 trirèmes, mais équipée de nombreux archers et de marins expérimentés. Malgré leur sous-effectif, les archers vénitiens vont alors mettre en place les troupes de Bohémond et de Roger Borsa. Roger lui-même est blessé, et faudra attendre 3 jours plus tard que Robert intervienne directement et prenne les choses en main. Robert fait réunir alors ses derniers navires en état en une seule escadre, qu'il dirige lui-même, et charge la flotte vénitienne ignorant les pertes. Les Normands réussissent alors par leur audace à couler 7 des 9 trirèmes vénitiennes, tuant dans la foulée 13 000 hommes et capturant 2500 autres, d'après Anne Comnène. Avec cette nouvelle victoire en poche de cette deuxième campagne, Robert établit alors son camp pour l'hiver 1084-1085 vers Boutrinti, afin de préparer l'assaut de l'île de Corfou. Selon Guillaume, l'hiver est encore une fois particulièrement rude. Les conditions climatiques ne sont vraiment pas avec les Normands pour cette deuxième campagne. Bohémond lui-même échappe de peu à la mort par maladie et est forcé de quitter le camp pour se requinquer à Salerne, où se trouvent alors certains des meilleurs médecins du XIe siècle, d'après Guillaume de Pouille. Robert, lui, semble passer au travers des épidémies hivernales, mais n'a plus assez d'hommes en état pour capturer Corfou. Il arrive alors à monter quelques expéditions à droite à gauche, notamment une pour Céphalonie, un peu plus au sud.
Expédition alors conduite par Roger Borsa, à défaut d'un Bohémond malade, et avec quelques échecs militaires à son actif. La campagne de Céphalonie est alors lancée à la fin du printemps 1085 ou au début de l'été, et on peut dire que si l'hiver a mis à rude épreuve les organismes normands, l'été ne sera guère plus clément. Une canicule frappe alors les camps normands, et ces derniers n'ont plus de flotte. Ils mènent alors des expéditions à un peu perdu d'avance, ils perdent de nombreux hommes, mais Robert, malgré la maladie, malgré le froid, malgré les aléas climatiques, est toujours présent et encore plus solide qu'avant. Rien ne semble pouvoir atteindre le Guiscard renard, et pourtant, c'est bien là que va se trouver la fin de Robert Guiscard. En effet, la fin de vie de Robert n'est que peu rapportée dans les sources, et notre source principale, je dois bien vous le dire aujourd'hui, va être Guillaume de Pouille, ce qui veut donc dire qu'on aura probablement la propagande officielle, et tout ça à prendre avec des pincettes. Et cette fin de geste, rapportée par Guillaume de Pouille, est alors assez rapide. Pour lui, au courant de juillet 1085, Robert est alors parti rejoindre son fils à Céphalonie pour sa campagne, faits qui sont rapportés par Anne Comnène, puisqu'elle nous décrit le débarquement de Robert Guiscard au cap d'Hatteras, au nord-ouest de l'île. Bref, une fois sur place, le duc serait alors atteint d'une fièvre qui aurait forcé à lever le pied. Et cette fièvre va être la fin de la geste de Robert Guiscard, puisqu'elle va forcer le duc à s'éteindre au courant de sa 65e ou 70e année. Cette fièvre, alors rapportée par Guillaume de Pouille, mais aussi par Anne Comnène, serait imputée à la combinaison de l'hiver particulièrement rugueux, de l'automne pluvieux, et aussi de l'été caniculaire qui aurait affaibli les organismes de tout mortel. Les Normands eux-mêmes en général ont pas mal douillé, Bohémond est tombé malade, certains sont blessés, et beaucoup meurent justement de ces conditions naturelles. Robert, alors âgé de 65 ou 70 ans, n'échappe pas à la règle. Faut dire que le duc, on pensait peut-être être imbutable au cours de la bataille, n'était pas immortel, et rien ne pouvait l'atteindre, à part peut-être la mort elle-même. Ceci dit, et ce serait pas drôle autrement, un autre chroniqueur a une version dissidente de la disparition de Robert Guiscard, et c'est Loup Protospater. Protospater, ce n'est pas un fan de Robert Guiscard, et pour lui le duc n'est pas mort d'une fièvre, mais plutôt de ce qu'il va appeler en latin de profluvium ventris. Et si vous savez pas ce que c'est, je vous laisse aller chercher sur Google Images, ne me remerciez pas. Bref, toujours est-il que choisissez votre maladie préférée pour la mort du duc, une semaine après l'avoir contractée, Robert finit par passer ad patres, entouré d'après les sources latines de ses proches, notamment de Sicklegate, qui l'avait accompagné dans toutes ses campagnes, mais surtout de son fils Roger Borsa, qui, à peine le cadavre de papa refroidi, va déjà revendiquer son héritage puisque Bohémond est toujours absent du fait de la maladie. Et tout ça parce que, soi-disant, j'ai pas pris part au combat. Vous avez pris part au combat? Non, parce que j'ai été pas mal malade. Ceci dit, pour Robert, l'ultime voyage ne va pas être de tout repos. Sicklegate organise alors le rapatriement de la dépouille ducale dans le Mezzogiorno afin de l'inhumer, et dans un ultime fuck de la météo, qui a pourri toute sa dernière campagne, la flotte normande est prise dans une tempête. Le navire contenant la dépouille de Robert est alors brisé, et le corps du duc à la dérive parmi les flots. Les Normands arrivent tant bien que mal à récupérer le corps de Robert, et à peine arrivé au 30, Sicklegate fait alors inhumer le cœur et les viscères de Robert sur place, avant de rapatrier le reste de la dépouille à Venosa pour le mettre dans la crypte familiale Hauteville, aux côtés de Onfroy, Drogon et Guillaume Bras de Fer, qui sont tous les trois à l'origine du pouvoir de Robert Guiscard. Avec comme ultime message à la postérité, et pour cette série de vidéos, quelques vers en latin qui disent « Hic terror mundi Guiscardus, Sigi Guiscard, terreur du monde ». À la prochaine fois. Le bisou. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Et oui, c'est le retour de ce genre de petit outro pas du tout prévu et tourné à la sbeul. Actuellement on est jeudi soir, voire même vendredi matin, vu l'heure, ouais c'est un peu ça. Je suis en plein montage, et j'ai décidé de faire cette petite outro déjà, parce que ça fait longtemps, et surtout, prendre un peu la température avec vous, voir un peu le traditionnel c'est quand qu'on va où. Parce que ça y est, on a fini avec les Normands de Sicile, alors enfin diront certains, tristes en seront d'autres. Moi-même je suis un peu entre deux eaux actuellement. D'un côté ça fait un peu bizarre d'en terminer, puisque tous les derniers mois,
Mon boulot a été consacré qu'à ça. J'ai emmagasiné des bouquins là-dedans où il y a que sur ça, des trucs complètement perchés. Bref, ça fait un peu bizarre de devoir passer à autre chose, mais d'un autre côté, c'était ce qu'on s'était dit, c'était le cadre qu'on avait fixé, on devait aller jusqu'à la mort de Guiscard, l'établissement du pouvoir normand dans la région, et c'est fait, puisque on pourrait bien pousser encore un petit peu, aller jusqu'à la mort de Roger Ier à la rigueur, ou même voir la querelle entre Bohémond et Roger Borsa, voire jusqu'à la mise en place du royaume par Roger II, mais bon, à part voir une énième querelle papale, une conquête de la Sicile qui est déjà faite d'avance, et la querelle entre les deux frangins qui va se terminer avec l'arrivée de la première croisade en 1095, il n'y a pas grand chose à voir ou à dire malheureusement, du coup c'est bien d'en terminer là. J'espère que ça vous a plu, j'espère que cette geste vous a plu, et que vous y avez trouvé votre compte, mais surtout, si je fais cette vidéo, il faut que je regarde là, après tout, si je fais cette vidéo, c'était surtout pour voir avec vous, qu'est-ce qu'on fait. Parce que là, pour tout vous dire, pour la fin d'année, le thème de la vidéo est déjà trouvé, c'est le retour du format de la pellicule et l'épée, sur un film qui a pas été fait à ma connaissance, je crois, sur le YouTube Game français, du coup ça c'est plutôt cool, j'espère que ça vous plaira. Alors ça va être un truc qui est complètement léger historiquement, un peu comme ça l'est toujours avec ce format, c'est histoire de faire un truc, déjà pour moi qui change un truc un peu plus fun, un peu plus drôle, on fait un film, on déconne dessus, et puis aussi pour vous, parce que si je calcule bien, ça devrait sortir pour le 23 ou le 24 décembre normalement, donc pile pour les fêtes, et puis ce qui veut dire que pour moi, j'aurai peut-être quelques jours de repos, ce qui fera pas mal de bien, justement, un peu fatigué le monsieur, et du coup, j'espère que ça vous plaira, mais bref. Pour la fin d'année, c'est tout bouclé, mais pour la nouvelle année civile, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue un peu des one-shots? J'en ai quelques-uns en tête, on a Roussel de Bailleul, Richard de Capoue, on n'en a pas spécialement fini avec les Normands de Sicile, mais il y a ces deux-là, parce que depuis le temps que je vous le tease, il faudrait bien le faire. On aurait aussi Mathilde de Toscane, que je vous ai parlé aujourd'hui, j'aurais 2-3 trucs à dire dessus, c'est un sujet intéressant et pas super connu en France. On a aussi les thèmes que vous m'avez donnés cet été, là, comme les Roses de Kiev, Justinien, ou encore les Vareg, je crois. Donc il y aurait 2-3 thèmes comme ça. Ou est-ce qu'on se lance dans une grosse série? Et si oui, laquelle? Parce que j'en ai qu'une en tête là qui me vient tout de suite, ce serait Guillaume le Conquérant. Mais rattaquer sur des Normands, je vous le dis tout de suite, je pense que pour vous comme pour moi, ça va être un peu indigeste, ça va commencer à faire beaucoup. Prendre un petit café. Et fatigué. Puis froid en plus, pas bon. Bref. Ça va être un peu indigeste, justement. Et savoir un peu qu'est-ce qu'on fait, parce que j'ai pas trop d'idées de grosses séries comme ça à vous présenter. Alors je voulais prendre un peu la température avec vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir, qu'est-ce qu'on pourrait faire en grosse série. Bref, micro-coupure, ça m'apprendra à pas recharger les batteries de la caméra, je pense que c'est le signe pour terminer cette petite outro pas du tout prévue. Donc voilà, prenez soin de vous, je voulais prendre un peu la température avec vous, est-ce que cette série vous a plu au travers ces nombreux mois, ou est-ce que c'était indigeste, est-ce qu'il faut que j'arrête avec ces formats de séries complètement poussés? Bref, dites-moi vos avis dans les commentaires, j'ai hâte de les lire, prenez soin de vous, moi je vais finir ce montage de vidéo, parce que sinon vous verrez jamais cette petite outro et j'aurai jamais vos températures. Il faut que j'arrête avec cette expression aussi, c'est bizarre. Bref, je vais aller terminer tout ça. Prenez soin de vous, encore une fois, je l'ai dit au moins 50 fois. À très vite, le mois prochain certainement, et puis vous allez me voir très vite, normalement, si tout va bien, demain, parce que demain on est vendredi 24, ou aujourd'hui, on est vendredi 24 encore une fois. Bref, à tout à l'heure, ou à demain, ou à quand vous voulez, prenez soin de vous, et rebisous.